Milad Wahi, bonjour. Bonjour. Donc peut-être que dans un premier temps, si tu pouvais présenter un petit peu ton itinéraire voilà, de penseur, d'historien, des idées. Alors tu es au croisement de beaucoup de disciplines, alors c'est peut-être plus intéressant de t'entendre voir un peu quel a été, disons, Bien sûr, ton bien itinéraire. sûr. Oui, bien sûr, évidemment, pour reprendre un petit peu mon parcours, si tu veux, comme on me rappelle souvent mes amis en France, ils me disent que je suis atypique. Alors d'habitude, c'est un peu péjoratif. Moi, je trouve que c'est un peu plutôt flatteur. C'est juste pour dire que, effectivement, j'ai commencé mes études tout au début à l'université en ingénierie mécanique. Je me suis beaucoup ennuyé avec ce qu'on appelait, et c'est un jeu de mots en anglais, BLT, qui est le nom d'un sandwich, mais aussi qui est Boundary Layer Theory, c'est-à-dire la dynamique des fluides. Puis après, voilà, ça m'a pas beaucoup intéressé. Mais au fur et à mesure, je me suis un peu déplacé, si tu veux, vers, on va dire, histoire intellectuelle, littérature, un peu philo. Et en fin de compte, je suis devenu, de fait, par le hasard des choses et des textes ou des questions qui m'ont interpellé et intéressé, plutôt du côté histoire des religions. Dans ce contexte-là, j'ai travaillé un petit peu sur à la fois les pères de l'Église, Saint-Augustin, et puis la fin du XVIIe, début du XVIIIe, Spinoza, Pierre Bayle, Leibniz, un peu Pascal. Voilà, ces deux complexes étaient les intérêts. Les questions qui m'ont intéressé, dans un premier temps, c'était la réception avec les transformations à la fois philosophiques mais surtout éthiques du récit de la Genèse dans l'Ancien Testament. Comment ça s'est devenu un récit éthique au fur et à mesure du temps et surtout à la fois mutation dans les méthodes et l'émergence des disciplines, on va dire, des sciences humaines. D'autre côté, je me suis beaucoup intéressé également à des questions anthropologiques. J'ai fait un petit livre sur l'histoire du corps humain, depuis les Grecs jusqu'à relativement les mystiques, et le statut à la fois symbolique du cœur, et qu'en est-il quand on découvre avec Harvey et Descartes, puis les autres qui vont suivre. Au premier moment, au premier temps, on va dire, de ce qu'on a pu appeler un peu plus tard le tournant cognitif, où tout se déplace en gros du cœur vers le cerveau. Qu'en est-il alors ce qu'on observe assez curieusement? Chaque fois, il y a une découverte scientifique qui vient un petit peu modifier le champ. Il y a une émergence de la mystique qui revient avec force pour un petit peu équilibrer, si j'ose dire, euh, euh, l'équation. Voilà, je travaillais sur ces aspects-là. C'était un peu les domaines qui m'ont beaucoup intéressé. Et tout au long, j'étais un peu geek, comme on dit chez moi aux États-Unis. Je me suis toujours intéressé aux ordinateurs, au langage de programmation et ainsi de suite. Voilà, je suis pas très doué, mais quand même, je sais programmer. Et puis voilà, avec le temps, je me suis penché un petit peu sur. À l'époque, c'était assez tôt, effectivement, pour les sciences humaines, je veux dire, sur les questions qu'on appelle aujourd'hui de culture numérique et de l'émergence un petit peu de tout ce que le numérique est en train de mettre en place. Et depuis quelques années maintenant, j'y travaille davantage plutôt que sur les autres domaines. Et donc tes deux ou trois premiers ouvrages étaient consacrés sur un peu le religieux, est-ce qu'on peut dire? C'était plutôt des questions d'ordre de l'histoire des religions, comme on dit. Hein. C'était à la fois les rapports entre les mythes grecs, l'émergence d'une certaine forme, travaux sur l'Eucharistie par exemple, dans la dimension chrétienne. Je travaillais sur le paradis, toutes les constructions de paradis, ce que j'avais appelé à l'époque les difficultés adamiques. C'est-à-dire quand on regarde le récit de la création, il y a toute une série de questions qui se posent, pour lesquelles on n'a pas de réponse explicite dans le texte lui-même. Et suite à ces questions qui se posent, il y a eu énormément de réflexions, que ce soit dans la tradition hébraïque, dans la tradition chrétienne ou dans la tradition islamique. Par exemple, quel est l'arbre de la connaissance? Il s'agit d'un olivier, d'un figuier, d'un amandier. Il y a des textes assez remarquables qui discutent effectivement en essayant de reprendre des éléments de philologie ou d'analyse anagogique pour essayer d'expliquer et d'identifier l'arbre. Une autre question qui pour moi été intéressante à cause de la dimension gnostique qui a été déployée. Est-ce que Dieu a créé volontairement l'homme aveugle?
Parce que la première fois que l'homme, dans le récit, voit, c'est quand il découvre sa nudité. Avant, il n'a pas la vision. Alors, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'il était aveugle, mais néanmoins, il y a des réceptions qui disent en fait que Dieu a créé l'homme aveugle pour qu'il ne puisse pas avoir ce pouvoir, soi-disant, qui est associé à la fois à la vision et la visibilité, et ainsi de suite. Et du coup, voilà, ce sont des questions assez passionnantes parce qu'elles nous accompagnent depuis très très longtemps, avec des réceptions par les grandes figures théologiques dans des traditions monothéistes. Hein. On peut le retrouver chez Ibn Arabi par exemple, ou ailleurs dans le monde islamique, chez Saint-Augustin, quand dans les commentaires talmudiques. Voilà. Et ça m'a beaucoup intéressé, je n'ai pas travaillé sur toutes ces questions, mais néanmoins, sur quelques aspects, parce que ces aspects-là, effectivement, ont une réception philosophique ou poétique. Si l'homme est aveugle, on va retrouver chez Milton, dans le grand poème, et ainsi de suite. Voilà. Ce sont des questions. La autre dimension sur laquelle j'avais beaucoup travaillé pendant assez longtemps, c'est l'émergence d'une notion du concept de la tolérance à la fin du XVIIe siècle, surtout dans les polémiques entre protestants et catholiques, et comment après ça s'est développé et devenu autre chose au fur et à mesure du temps, avec le XVIIIe et puis au-delà, et quelles sont à la fois aujourd'hui, on va dire, l'efficacité de ce concept de tolérance, ou bien faut-il penser, réfléchir à autre chose, surtout où on a des cultures où le mot de tolérance tel qu'il est admis dans les langues, on va dire, européennes, en gros, n'existe pas nécessairement, où les synonymes qui en sont donnés sont un peu problématiques ou bien suggèrent souvent autre chose. Voilà, alors j'ai également travaillé sur ces aspects-là, et finalement, pour terminer, je suis beaucoup intéressé aussi au manichéisme, à la fois parce qu'il a une influence assez importante de Saint-Augustin et qui ne cesse de revenir sous des formes variables, à la fois en philosophie ou ailleurs, mais aussi parce qu'il a influencé dans les traditions islamiques, que ce soit certaines formes de chiisme ou d'autres, avec des mélanges de néoplatonisme, et puis la richesse, on va dire, imaginaire, cosmogonique, et surtout qu'il a posé quand même quelque chose d'extrêmement puissant qui revient à la fois dans la culture populaire, comme la science-fiction ou ailleurs, c'est le combat éternel entre la lumière et les ténèbres, qu'on voit souvent visualisé ou incorporé ou bien de façon anthropomorphique, mais néanmoins c'est quelque chose d'extrêmement puissant, dont on a beaucoup de mal pour s'en libérer. Voilà, j'ai travaillé également un petit peu sur ces aspects-là. Oui, donc déjà, à travers cette présentation, on voit que tu traverses différentes aires culturelles, différentes disciplines, là, autour du religieux primitif, si on peut dire. Je crois savoir, tu en avais discuté il y a quelques années, tu m'avais parlé que tu t'es intéressé à un travail sur la culture orientale, et tu m'avais parlé d'une recherche autour de la question de la chevalerie, de la fauconnerie. De la fauconnerie. Ça, c'est une de mes obsessions dans la vie. Finalement, je crois que je vais publier le petit volume illustré aux éditions du Seuil. Je suis un peu en retard. Je suis beaucoup intéressé à la fauconnerie. Tout d'abord, effectivement, c'est... Qu'est-ce que tu entends par fauconnerie? Alors, la fauconnerie, en gros, c'est chasser avec les oiseaux pour aller très très vite. Mais la question, à mon avis, est beaucoup plus intéressante que ça. Tout d'abord, les origines de la fauconnerie. Il y a eu une fauconnerie, mais un peu limitée dans le monde grec ancien. Ça vient des steppes, les Mongols, et ainsi de suite. Effectivement, dans le monde arabe, c'est extrêmement riche. On va retrouver au Japon également, comme ailleurs. Mais pour moi, ce qui m'intéresse dans la fauconnerie sont deux, trois questions, si tu veux. La première, c'est que c'est quelque chose qui, assez tôt, avant l'ère scientifique, a posé des questions qui sont aujourd'hui, je dirais, actuelles. C'est-à-dire, je vais donner une illustration très très simple, très très banale. Quand tu chasses avec un oiseau, un pèlerin ou autre chose, tu transmets un certain désir dans la manière de dresser, une certaine forme d'intimité. Si je me rappelle très bien, Frédéric II, qui parlait arabe à son époque, grâce à sa mère en Sicile, conseillait de dormir avec ton faucon la veille de la chasse, à cause de cette intimité quand même assez curieuse, assez particulière,
faut-il rappeler en fait, comme il le dit lui-même dans son grand traité des Arte Vivendi, que les mâles sont paresseux, ce sont les femelles qui sont les meilleurs chasseurs. Alors on s'imagine un petit peu les aspects érotiques qu'on peut retrouver, mais peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que comment tu modifies la nature d'un animal qui est chasseur par nature. Il chasse pour manger ou nourrir ses petits, et en même temps qu'il chasse non pas selon sa nature, mais selon tes désirs, sans détruire entièrement sa nature. C'est une question tout à fait du dressage, qui est extrêmement puissante. Hein. Non pas de la domestication entière, parce qu'elle est un peu différente, parce qu'il faut maintenir un certain aspect du côté soi-disant sauvage, entre guillemets. Alors voilà, c'est une question tout à fait, pour moi, assez intéressante. Le second aspect qui est important dans la fauconnerie, c'est aussi sa manière de passer parfois dans la dimension, on va dire, spirituelle. Ça, on va retrouver dans la théologie occidentale, ces deux cuses. On va retrouver, pour moi, le grand texte de ce point de vue-là, c'est le grand poème de Ibn Arabi dans Al-Futuhat al-Makkiyya, où un jour il fait un rêve, et comme on l'a dit dans ce rêve, il voit, je ne me rappelle plus tout le poème, il est assez long, Baz al-Diraj. C'est le faucon de la demeure. Évidemment, la racine al-Diraj, c'est Dar, qui tourne, et on peut s'imaginer un petit peu sa vision de ce faucon qui circule un petit peu, puis après il se réveille, il réfléchit sur cette dimension-là, il rédige un très beau poème pour expliquer son rêve, où il identifie Baz al-Diyar avec la révélation divine, dans l'expérience mystique. Et là, effectivement, on voit quand même un transfert assez puissant de ce statut un peu, on va dire, exotique. Évidemment, il y a toute une tradition avec l'oiseau et le divin dans toutes les traditions qu'on peut retrouver de l'Iran, dans le christianisme et ailleurs. Mais là, je crois que ça va vraiment directement dans le vocabulaire qui est celui de la fauconnerie. C'est un nom d'origine, si je ne me trompe pas, perse, mais qui est passé en arabe par le biais de vocabulaire de la fauconnerie. Et effectivement, on peut même postuler une hypothèse que peut-être les derviches tourneurs, vu la tradition, après des commentaires sur cette Ibn Arabi, font ce mouvement de perte de soi, qui est à la fois une célébration mystique, pour reproduire Baz al-Diyaj. Et là, effectivement, ça donne quand même quelque chose d'assez intéressant. Non, effectivement, je vois le versant spirituel de cette fauconnerie est prodigieux. Donc, à travers ses premiers ouvrages, ses premiers intérêts autour du religieux, du spirituel, ou en posant des questions sur certaines thématiques, progressivement, tes derniers ouvrages, depuis une dizaine d'années, se sont consacrés à la grande mutation anthropologique que nous vivons aujourd'hui, que d'aucuns appellent une révolution technologique, le passage au numérique. Oui. Et donc cette transformation, nous l'avons vécue de manière assez brusque et rapide dans l'espace d'un court laps de temps dans l'histoire des sociétés, une vingtaine d'années, trentaine d'années, on a... Voilà. Bien sûr. Et dans ton premier ouvrage qui traitait de ce passage au monde numérique, tu as évoqué cette transition en utilisant le terme de conversion, en faisant référence au sens technique et religieux du terme pour expliquer que justement tout est convertible dans cette transformation d'un monde disons classique ou analogique au numérique. Et donc ce qui me frappe, c'est que le monde du numérique est un monde basé sur du langage de programmation, sur du code, sur une certaine ingénierie, sur le ratio en tant que calcul. Et d'emblée, dans ce premier ouvrage, tu lui donnes une connotation un peu religieuse, cette notion de conversion. Donc bien sûr. Oui. Non, oui, c'est clair, je sais, parce que ça, souvent ces questions qui me revient fréquemment. Je crois qu'il y a plusieurs choses à dire, tout d'abord. Il me semble qu'effectivement, il y a une couche de l'informatique qui est, on va dire, technique pour aller vite, mais je crois, à mon avis, elle est plus complexe que ce que le mot technique a la puissance d'évoquer aujourd'hui. Mais néanmoins, ce qui est intéressant dans le code informatique, c'est qu'il fait monde. C'est pas juste quelque chose qui calcule, qui donne un résultat. Il a modifié entièrement le fait. Il produit un monde. Il fait monde, je veux dire. Il crée
Créer des mondes, oui. Il crée des mondes alors que, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ce n'est pas du même ordre que l'électricité ou la vapeur, à mon avis, pour toute une série de raisons. Mais si ça t'intéresse, on peut y revenir. La raison pour laquelle j'avais souvent insisté sur cette dimension socio-culturelle de transformation, il me semble qu'il y a plusieurs moyens. Je vais prendre tout d'abord un point de départ chrétien, qui est parfois contesté, mais qui peut donner quelques indices que pourquoi. Un grand théologien français avait dit que la différence entre le monde ancien, on va dire grec et romain, et le monde chrétien, c'était l'invention de la pensée de la grâce, selon lui. Et il dit pourquoi? Parce qu'avant la grâce, la notion d'intériorité n'existait en fait vraiment pas. C'est un schéma classique où on dit l'intériorité était inventée par certains pères de l'Église, saint Augustin et ainsi de suite, avec tout ce que cela s'est construit. Est-ce que c'est juste? Je ne suis pas convaincu. Mais néanmoins, ce qu'il dit, et là ça devient plus intéressant, c'est que du coup, la manière dont on conçoit la nature de l'intériorité de l'humain, si elle est modifiée, tout se modifie. Moi, ce que j'avais postulé, c'est en fait ce que le numérique modifie de façon radicale notre vue, notre manière de concevoir, de saisir, de se représenter et de représenter l'intériorité. Tout d'abord, elle n'est plus inaccessible dans certaines manières, de certaines façons. Elle est visible, elle est mesurable. On a toute une série d'aspects qui, dans le passé, étaient ou bien le domaine des spécialistes. Aujourd'hui, on a tous les éléments, soi-disant, du corps physiologique, mais au-delà de là. Aujourd'hui, on va passer vers l'affectif et on le voit arriver. Le cognitif lui propose de nous donner déjà un autre accès. Tout ce que je veux dire, je ne suis pas d'accord avec tous les points de vue. Ce que je veux dire, que la manière dont on conçoit ces formes d'intériorité ont été radicalement modifiées de façon extrêmement rapide par le numérique. Et du coup, c'est une manière de convertir à la fois l'humain et le social tel qu'il le construit. Une seconde dimension, on peut décrire au fur et à mesure de l'évolution du numérique des modalités de pratique qui sont des pratiques qu'on a connues dans les religions. J'avais utilisé à l'époque pour dire que la manière dont on fait le code et on dirait un bifurque. C'est quand on prend une confession de foi dans n'importe quelle religion, puis après quelques croyants qui ne sont pas du tout d'accord, prennent le texte de base qui est fondamental, le modifient légèrement et créent leur propre communauté. C'est un peu l'histoire de l'informatique qu'on vit depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, à la fois dans le code, chez Linux, comme chez ailleurs. Et je crois que cette logique, cette dynamique, est extrêmement puissante. Et finalement, le troisième point, qui me semble davantage plus puissant, c'est que l'informatique, on a mis du temps à le comprendre, mais les premiers en étaient conscients. Je cite toujours la très belle phrase de Norbert Wiener qui dit que « Information is a matter ». C'est une matière, et si on n'accepte pas que c'est une matière, on va faire beaucoup de bêtises. En fait, on a mis du temps à accepter que c'est une matière. On a parlé de dématérialisation, comme si c'était quelque chose d'inaccessible. C'est une matière qui a des particularités. Sa première particularité, c'est qu'on peut la compresser, c'est-à-dire la convertir. Le théorème classique de Shannon, c'est exactement ça. On prend la capacité du canal avec la présence du bruit et ainsi de suite, on va compresser pour échanger et reconstruire à la destination. La première, c'est elle est mesurable, quantifiable et convertible. Je crois que cette notion de conversion est extrêmement puissante. L'histoire de la culture numérique telle qu'on l'a vécue depuis une vingtaine d'années, c'est autre chose que l'informatique première, c'est une série de conversions. Conversion d'un système à un autre, conversion d'un format à un autre. On a tous vécu ça. Aujourd'hui, conversion de l'humain, du lien social, de toute une série de choses. Du coup, il me semble que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la conversion. Dans ce processus de conversion, de transformation, parce que ce qui est frappant, c'est l'aspect radical du changement. Tu as une citation je crois, de Heidegger où tu parlais de activité violente du savoir et représentée par la techné. Et dans ce monde numérique, effectivement, ces conversions se font de manière très brusque, très rapide. On parle aussi d'obsolescence programmée, de disruption. Tout à fait. Donc,
ça va extrêmement vite et justement ce qui est frappant dans dans ce côté violent, c'est que voilà, on a un rapport, on pense qu'on a accès à un nouveau moyen de stocker, de coder, de transmettre l'information. Alors, on semble gagner en mémoire, mais c'est un univers où on est marqué par le rapport entre mémoire et oubli est assez particulier, puisque en fait il y a une instabilité de la mémoire. On se rend compte que Matériel aussi. voilà. Façon de la mémoire. Oui, voilà. C'est-à-dire là, on est en train de basculer dans ce numérique, mais ça va tellement vite que on a un problème dans la côté mémoriel de notre patrimoine qui se numérise. Il y a un problème de format. Enfin, c'est exactement. C'est une partie, il me semble absolument, que à la fois le format s'impose aujourd'hui. Il impose la mise à jour, la conversion de format avec l'évolution technique et pour toute une série de raisons qui peuvent aller à la fois de la conservation de l'intégrité jusqu'à questions de sécurité et même au-delà, ou de l'efficacité technique tout simplement. Mais je rappelle, puisqu'on en avait parlé, j'avais évoqué le nom de Pierre Bayle, il a fait un très beau livre où il expliquait que souvent, malheureusement, en matière de religion, la conversion était synonyme de coercion. Elle n'était pas nécessairement toujours pacifiste et elle n'émanait pas nécessairement d'une conviction intérieure, mais elle est faisait par ou bien la violence littérale ou bien la violence symbolique. Et il me semble que cette conversion en informatique ou en numérique se fait par des biais similaires, hein, que ce soit par la nécessité technique, parce que ça devient obsolète, ou pour par exemple, pour rester accessible et lisible et visible, il faut mettre à jour, il faut convertir sans cesse. Alors c'est effectivement, par ailleurs, la question que tu évoques, qui est celle de la mémoire et du patrimoine, il me semble que c'est un peu différent, à mon avis. Je travaille depuis un petit moment sur un petit texte, j'ai déjà une ou deux présentations là-dessus, qui s'intitule « Ruines numériques » ou « Ruines du digital ». Et le point de départ est vraiment banal, hein. C'est un jour, je me suis rendu compte que, en tout cas en France, mais pas seulement, c'est pareil en Angleterre, mais en tout cas on va dire en Europe occidentale, on va dire, il y a toute une pensée idéologique, toute une série de pensées idéologiques qui se sont construites autour des réflexions sur les ruines. On va prendre deux cas classiques français, Renan et Volney. Ils débarquent à Jérusalem, à Rome et à Athènes, ils sont devant les ruines, les restes des anciens temples et ainsi de suite. C'est la pierre qui les intéresse, comme si ça maintenait, transmettait au fur et à mesure quelque chose de ces anciennes civilisations et cultures et pensées, et chacun fabrique son idéologie. D'un côté, on va avoir l'idéologue et sur le destin des empires, de l'autre, ce qu'on sait de Renan. Et je me suis imaginé, on va dire, un Volney dans 100 ans. À quelle sorte de ruine va cette personne pouvoir observer et tenir un discours équivalent? C'est assez amusant comme exercice, vu le romantisme, tout ce que ça peut impliquer, mais aussi d'autres aspects, hein, dans les arts comme ailleurs, de prendre ce point de vue et essayer de visiter un petit peu cette dimension du patrimoine qui va rester, sur quelle forme, quelle sorte d'expérience, quelle sorte de reste va-t-on transmettre, et surtout, la question que moi qui m'intéresse, doit-on être sous l'obligation de tout transmettre? C'est une illusion, à mon avis, que le numérique a aidé beaucoup à un certain moment à installer dans les esprits des uns et des autres, alors qu'en fait, en gros, à la fois on a choisi à transmettre, mais aussi on a transmis ce qui a survécu. Mais la question de la survie n'est plus ce qu'elle était dans le passé. On a changé d'architecture. C'est l'architecture de pierre monumentale, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est l'architecture informatique. Ce n'est pas un hasard que le mot a été utilisé, mais c'est assez intéressant à passer dans une forme de translation d'un côté à l'autre. Et donc, si je te comprends bien, tu plaides pour, disons, pour une approche qui ne soit pas angoissée par rapport à cette totalitaire. Par rapport à cette idée de perdre. La perte est essentielle. Parce qu'elle nous invite à reconstruire implicitement les choses, à les visiter autrement. Et ce qui, à mon avis,
fait la culture, c'est la transmission implicite et non pas explicite. Explicite, elle est souvent idéologique, construite, elle vise quelque chose, elle a toute une série d'éléments, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante, pas du tout. Mais, on va dire, les valeurs culturelles, pour aller vite et parler un petit peu à l'ancienne, à mon avis, se transmettent plutôt implicitement qu'explicitement. Alors s'il y a perte, c'est pas la fin du monde. Alors parfois, effectivement, il faut pouvoir choisir, savoir choisir, mais la question qu'on va se poser, comme dans le passé, qui choisit au nom de qui et selon quels critères? Donc, un aspect corollaire de cette réflexion, d'une approche moins angoissée, c'est que c'est aussi une illusion de croire que le numérique stocke ou condense ou garde, enfin, Tout. Garde mieux, protège mieux l'information. Donc, il protège, il peut mieux protéger. Il y a un très beau projet de l'INRIA qui s'appelle Software Heritage, où ils disent notre héritage, c'est le software. C'est pas le contenu, c'est pas nécessairement les données, mais c'est l'assemblage des logiciels, des langages de programmation, toute une série d'éléments qui ont construit à la fois le calcul, les interfaces, la capacité de stocker, de transmettre et ainsi de suite, et qu'on voit très bien qu'on a changé de registre. C'est pas une bibliothèque, c'était une illusion. Tout le monde rêvait de Borges dans le numérique, à mon avis, ils se sont trompés. Moi, je suis un grand admirateur de Borges, mais le numérique, c'est autre chose, c'est une autre structure, une autre infrastructure, une autre architecture. Tu avais dit dans un de tes livres que dans cet univers qui est justement assez violent en transformation, il nous faut quelque chose comme un guide des égarés, donc en référence à l'ouvrage de Maïmonide. Alors bon, le mot égaré, c'est une mauvaise traduction de l'arabe. Je sais. Il me faut un guide des perplexes. Des perplexes qui Voilà. Donc, mais on voit que dans le projet que tu défends, toi, tu parles, on voit que tu viens des humanités. Donc, en fait, il y a tout un courant, voilà, disons, entre guillemets, civilisé, d'approcher le numérique en termes d'humanité ou d'humanisme numérique. Oui. Peut-être si tu peux nous en parler. C'est vrai, mais juste quand même une remarque. Il me semble que l'aspect technique est très important. Et moi, je travaille beaucoup sur cette dimension-là, sur la complexité algorithmique, à mon avis. Il faut savoir la définir. C'est pas la complexité dont on avait parlé. De la même façon parfois dans d'autres domaines, à quelques exceptions près. Mais néanmoins, et je vais citer quand même le monsieur, à mon avis, qui a compris la question, c'est Ilya Prigogine, et non pas dans les premiers travaux qui étaient articulés un peu différemment. Je rappelle quand même, c'est quoi, 2000, 2-3 ans avant son décès, on lui a décerné le Grand Prix de Norbert Wiener. Il a donné une conférence absolument remarquable, où il a expliqué que les informaticiens et Wiener n'ont pas compris l'entropie informatique. Il a expliqué autre chose. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'on voit, et il plaidait pour une manière de concevoir cette complexité algorithmique telle qu'il l'a définissée et comprenait. Il n'était pas le seul, je pense à quelqu'un comme une figure comme Kolmogorov et d'autres, parce qu'on est obligé d'y associer les sciences humaines. Je crois que c'est ça ce qui est important. Il est impossible de les séparer, parce que l'informatique est à la fois les deux. Il y a une dimension, on va dire, logico-mathématique, mais aussi humaine. Voilà. Alors effectivement, aujourd'hui, on a plusieurs domaines ou disciplines ou méthodes qui se sont mises en place, qui s'intéressent aux questions du numérique. On a les humanités numériques avec leurs variations. On a, par exemple, les gens qui s'intéressent aux médias. Et surtout, aujourd'hui, il y a une convergence entre médias et numérique. Et du coup, il y a une évolution de la réflexion sur les structures et les formes de la médiation. Ça peut aller des analyses automatiques, des analyses de patterns, comme on dit en anglais. Le mot ne se traduit pas très bien en français, que ça soit sur des corpus textuels. Aujourd'hui, on passe à l'image, et ainsi de suite. Voilà, il y a beaucoup de ces domaines. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre le numérique à la fois comme quelque chose, j'utilise l'expression effectivement, de processus de civilisation, en reprenant les travaux d'Elias, qui me semblent extrêmement pertinent pour essayer de saisir un petit peu cette dimension-là, parce que c'est quelque chose qui modifie le comportement d'une façon implicite, à la fois individuelle et collective, mais avec toute une série d'éléments et d'aspects qui nous permettent d'essayer de comprendre
Et l'autre dimension, c'est aujourd'hui on la voit émerger, les philosophes, ça commence à bouger un petit peu autour de questions, mais surtout ils sont s'intéresser à des angoisses, on va dire, en tout cas dans le cas français, en partie, qui sont suscitées par la soi-disant pensée transhumaniste, ce qui est impliqué sur le statut de l'humain, l'avenir de l'humain à la fois comme individu et comme collectivité. Voilà, on a toute une série de domaines. Après, il y a beaucoup de choses un peu plus techniques qui s'intéressent aux structures de la communication et ainsi de suite. Là, j'ai fait un petit texte pour essayer de me décrire, si je me permets de le dire. Je me trouve, mais avec la précision que je vais ajouter à la fin de ma description, un sauvage chez les geeks. Mais un sauvage non pas dans le sens de sauvage tel qu'on le voyait dans une contrée lointaine en Polynésie ou au Brésil ou je ne sais pas où, mais plutôt que les geeks sont les premiers sauvages de leur propre civilisation parce qu'ils sont en train d'être civilisés par ceux qui sont en train de fabriquer de produits. Donc les geeks, c'est les fondus, les mordus d'informatique, les... Ceux qui fabriquent l'informatique, on va dire. Que ce soit des universitaires ou des geeks, peu importe pour moi, voilà, ce sont eux qui font l'informatique et le numérique, mais ils sont les premiers sauvages de leur propre civilisation, sans s'en rendre compte. Et nous, et moi je parle pour moi-même, je ne peux pas parler pour les autres, je trouve un sauvage chez les geeks, sauf cette fois-ci, on n'essaie plus de civiliser les gens qui sont loin, mais on essaie de civiliser les gens qui sont dans la proximité, qui habitent les grandes villes et les grandes métropoles, comme qui habitent un peu partout. Et à mon avis, ça peut aller beaucoup plus loin, cette petite réflexion, parce qu'elle explique un petit peu mon point de vue. Parce que tout d'abord, la question du sauvage a toujours été importante pour les anthropologues, ça c'est évident. Moi, ce qui m'intéresse souvent, comme le disait déjà Claude Lévi-Strauss, le sauvage, c'est quelqu'un qui a tout un système de défricher, d'interpréter, de représenter, de symboliser. Je pense surtout à des figures comme André Leroi-Gourhan, qui est toujours revenu sur la figure du sauvage. Malheureusement, ça n'a pas été étudié. On a focalisé sur l'extériorisation et la technicité de la technique, ce qui est absolument remarquable. Mais lui, il a beaucoup réfléchi tout au long de sa carrière jusqu'à la fin sur le statut du sauvage. Et il me semble que le sauvage aujourd'hui, est celui qui va nous permettre un petit peu peut-être de saisir ces questions, qu'elles soient d'ordre philosophique, autour par exemple des liens entre concepts d'autonomie et de souveraineté, que l'autonomie ou la souveraineté touche à l'individu ou à l'État, par exemple. Parce que la question de la soi-disant intelligence artificielle de la robotique est une question d'autonomie et de souveraineté. Doit-on donner des formes d'autonomie à ces êtres culturels, que ce soit des algorithmes puissants ou autre chose, et quelle sorte de souveraineté doit l'humain exercer? L'humain doit-il rester incomparable comme étant souverain, lui seul, dominant la nature et tout ce qu'il produit, ou bien négocier des formes de délégation, comme il a fait depuis toujours en fait. Et on peut décliner toute une série de questions en prenant ce point de vue. À la langue, si tu veux, il me semble que la question qui se pose et qui nous rappelle que l'humain, ça sont des points de vue assez puissants. On pense à la figure théologique, en tout cas dans la tradition française comme Jacques Ellul, qui a vu très très tôt que pour la première fois, la soi-disant technique, selon sa définition de la technique, a évacué la souveraineté de l'humain. Elle vient se substituer à la souveraineté de l'humain. Ce qui pour lui était gravissime, évidemment. Il y a des figures de ce genre-là comme Illich et d'autres. Moi, je crois que la question peut-être est à déplacer et à prendre à la fois dans le sens à la fois anthropologique et autres. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut raconter beaucoup d'histoires assez drôles. J'ai regardé, par exemple, si je permets encore une petite parenthèse, les textes sur Sauvage dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert. Ils sont assez ironiques sur ces questions. On se rappelle l'époque, le XVIIIe siècle. L'Amérique, c'était le pays des sauvages. Et les sauvages, c'était des anthropophages et des cannibales qui se nourrissaient des uns des autres. Évidemment, on jouait un petit peu sur cette mythologie pour se moquer un petit peu de, on va dire, l'eurocentrisme. Mais en même temps, si je n'exagère pas, je peux dire qu'aujourd'hui, dans le numérique, les grandes plateformes, ce qu'on appelle les GAFMA, ainsi de suite, sont
des anthropophages, sont des cannibales qui se nourrissent de nos propres données, hein, qui se trouvent en Amérique, hein, et ainsi de suite. On peut construire toute une série de récits. Il y a une sorte de gloutonnerie qui n'est plus de la chair, qui est celle de la donnée. Hein. Et là, on va retrouver des questions qui vont intéresser dans d'autres contextes et d'autres époques qui vont de l'Eucharistie jusqu'aux autres questions d'autres, à la fois, on va dire, anthropologiques ou religieux. C'est juste pour donner une idée qu'il est possible de regarder autrement en essayant de dire des choses que j'espère soient pertinentes, au lieu d'être complètement, nécessairement dans des formes de fétichisme. En étant quelqu'un de lettré, formé aux humanités classiques, non seulement gréco-latine, mais judéo-arabe, tu abordes le numérique donc avec dans un processus civilisateur, même si tu fais référence à l'ensauvagement, des processus de dévoration, de manière non angoissante. Voilà, Oui. c'est ça que je perçois. Au nom d'un continuum, disons, qu'on pourrait appeler humanisme ou humanité. Oui, c'est des formes de rupture, mais des ruptures à long terme. Hein. C'est ça ce qui est intéressant. On a eu beaucoup de ces ruptures. On peut prendre l'imprimerie, on peut prendre beaucoup d'autres choses. Moi, je considère mon travail comme un philologue. Et je cite toujours une très belle phrase, qui n'est pas arrogante, mais c'est la phrase de Vico, qui définit la philologie de la manière suivante. Il dit que la philologie observe le travail de la liberté humaine. Ce qu'il veut dire par là, c'est assez puissant, parce que quand il observait les transformations du vocabulaire en latin entre le monde romain et ce qui avait suivi, il voyait précisément que ce travail philologique lui permettait à la fois de comprendre l'émergence de la société civile, des institutions juridiques et institutions politiques dans leur transformation. Il me semble qu'un travail équivalent, toute mesure gardée, c'est un peu ça ce qui arrive avec le numérique. On va très bien tout d'abord une invasion, si j'ose dire, de vocabulaire numérique dans le domaine du politique. Pour nous guérir des mots du politique, on va faire du rebooting, on va faire du start-up, on reprend tout ce qui était, et je rappelais comment on fait toute une série de choses, scrapbooking, ainsi de suite, qui vient d'un vocabulaire technique qui est celui du bidouillage, du tinkering, comme on dit en américain, et on veut dire, voilà, c'est ça, ça nous donne des formules, des manières de faire et de voir pour essayer de réformer le politique. Et à la manière de Vico, on peut raconter beaucoup de choses qui sont, à mon avis, extrêmement sérieuses. Alors, ce n'est pas quelque chose d'angoissé, ce n'est pas quelque chose d'optimiste, c'est quelque chose de vigilant. Comment perçois-tu les phénomènes, disons, par exemple, que l'on perçoit comme destructeurs ou négatifs par rapport au savoir, c'est-à-dire que beaucoup mettent en avant un certain nombre de dangers avec cette numérisation. Je ne vais pas citer les auteurs, non, mais quelle sorte de dangers, c'est-à-dire danger, que est-ce que tu constates par exemple, dans les nouvelles générations, les digital natives, une certaine faiblesse au niveau de la scolarisation ou rejet de la scolarisation. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Tu n'es pas d'accord? Absolument pas. Je crois que c'est différent. Moi, je me rappelle, j'étais beaucoup différent de la génération de mes parents. C'était un problème pour eux. Ça, c'est classique et banal à dire. J'irai beaucoup plus loin. À mon avis, c'est une question de confiance. L'avenir se construit par les jeunes. Il faut leur faire confiance. Après, tout d'abord, on a beaucoup focalisé sur le digital native sans vraiment, je crois, regarder de près. Ils font autrement, ils pensent autrement, avec d'autres outils. Ils ne communiquent pas nécessairement comme on le souhaite, souvent, parce qu'il y a parfois des effets négatifs, certes, mais il y a toujours eu un de ces aspects-là. Je crois que c'est une question de confiance. Il faut construire un rapport de confiance plutôt que d'angoisse. Par contre, construire cette confiance, ça ne va pas de soi, c'est pas évident, parce que les règles ont changé, la donne n'est plus la même. Et puis la nature de soi-disant information, dans le sens simple du terme, a évolué. Effectivement, il y a des aspects extrêmement problématiques. Ces aspects touchent à la dimension
l'économie de l'attention, qui est un véritable problème, ça c'est évident, on ne peut pas dire que ça coûte à des questions qui sont de l'ordre de digital labor, des formes d'exploitation, ça c'est évident. La question que je me pose, une fois qu'on a constaté ce qui est vrai, que peut-on faire, que doit-on faire, comment faire? Et là, moi, je n'ai pas nécessairement de réponse, ce n'est pas ma position ni ma posture, mais je crois qu'il y a des aspects extrêmement problématiques et négatifs qui sont là, j'en suis extrêmement conscient. Alors moi, ce qui m'a intéressé plutôt, c'est essayer de réfléchir un petit peu et de comprendre comment l'informatique a pu évoluer, quels sont ses rapports aujourd'hui, je veux dire, avec des questions qui sont plutôt d'ordre éthique. Et là, je crois que c'est quelque chose qui va rester avec nous très très longtemps. Ce n'est pas une question nouvelle, mais aujourd'hui, elle est renouvelée pour toute une série de raisons, avec l'arrivée des drones, des robots autonomes militaires, de la voiture autonome ou d'autres aspects. Moi, ça m'intéresse moins, sauf pour les drones, mais la question de l'éthique, il me semble, elle est pas seulement intéressante, elle est importante. Et je crois là, on aura quelque chose à échanger et à transmettre, et surtout à construire ensemble avec les gens. Si on arrive à vraiment construire un vrai dialogue autour de ces questions-là. Et cette notion d'éthique ou de diététique de l'information, est-ce que certains, dont moi-même, je dois l'avouer, je vois dans ce processus de transformation du numérique, évidemment, un grand nombre de promesses, mais parmi un certain nombre de dangers que personnellement je comparais avec la révolution industrielle. C'est-à-dire que plus on voyait des cheminées qui fument, plus on pensait qu'on produisait de la richesse sans voir toutes les destructions, etc. Et puis les exploitations, alors, bien sûr. Aujourd'hui, le numérique transforme de manière extrêmement rapide et, comme tu le suggérais aussi, à différentes échelles, y compris nano-échelles. Et donc, est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, nous ne devrions pas être aussi vigilants sur les risques et les pollutions, comme de la même manière que la révolution industrielle détruit. Ça, on est entièrement d'accord. Tout ce qui est de l'ordre de l'énergie, que ça soit de l'électricité ou autre chose, qui est nécessaire pour soutenir l'infrastructure numérique informatique, pose de vraies questions d'ordre écologique, ça c'est évident, pour ne pas dire autre chose. Mais je parle d'une écologie presque psychologique et cognitive. Mais, moi, la question qui m'intéresse, puis peut-être un peu extrêmement limitée, si tu veux, c'est qu'on a beaucoup de questions qui sont d'ordre d'éthique appliquée, dans des contextes particuliers, spécifiques, qui peuvent toucher à la personne. On peut considérer la question d'accompagner les personnes âgées, ou dans le monde de la santé, il y a toute une question qui se pose, ou ailleurs, la voiture autonome qui sera dans la rue très vite. Ce sont de vraies questions où il y a toute une série de travaux là-dessus. Et je rappelle quand même que les questions d'éthique et d'informatique, non pas l'éthique de l'information, c'est un peu différent, commençaient très tôt parmi les pères de l'informatique. Wiener a fait déjà un livre en 1950 là-dessus, où se posent des questions pour ce sujet. Moi, la question qui m'intéresse est un peu différente, parce que j'essaie de donner une réponse. Tout d'abord, il me semble qu'il y a un lien assez intéressant entre l'algorithmique et le droit. Je crois que ce n'est pas un point qui est souvent partagé par beaucoup, mais c'est parfaitement normal. Et la seconde question, pour moi, sans pas du tout à dissocier ni à séparer, c'est la question suivante. Est-ce que l'éthique est computable? Je ne suis pas là. Le premier à la computable, calculable. Pas calculable, c'est un peu différent. Calculer, computer, c'est pas la même chose. Calculer, c'est faire des calculs. Computer, dans le sens dont je parle, je ne suis pas le seul, c'est transmettre à la machine la manière de penser. Non pas pour juste calculer, mais pour penser. La question qui se pose, alors, tout d'abord, est-elle computable? Moi, j'ai une réponse très banale, très simple. Après, il y a beaucoup d'autres aspects à expliciter. C'est que quand on regarde l'histoire de l'informatique, ce qui a fait sa force, dans les deux grandes traditions, je veux dire, une qui va s'inspirer de Gödel et de Turing,
L'autre, qui est plus américaine, pragmatique, qui s'inspirait de Emil Post et ses héritiers, Alexis Idworth et Martin Davis et beaucoup d'autres, sur ce qui n'est pas computable. La question va se retrouver. C'est que ce qui a fait la force de l'informatique, c'est précisément ce qui n'est pas computable, non pas ce qui est computable. Ça, ils ont compris très très vite et très très tôt. Dans ce cas-là, il y a quelque chose de l'ordre de l'incomplétude, dans le sens fort du terme, tel qu'il a été utilisé pas seulement par Gödel, mais par Emil Post. Il me semble que l'éthique partage de ce point de vue quelque chose de fondamental avec l'informatique. Elle est également dans une condition d'incomplétude. Et dans ce cas-là, on aura d'autres manières de penser, de réfléchir. Je reprends la définition de la complexité algorithmique telle qu'elle est prise à partir de Kolmogorov et de Emil Post. La complexité, c'est quand on a une séquence de bits qui ne peut pas être représentée par une séquence plus courte. C'est banal, mais ça produit tout un ordre et un univers. Il me semble que l'éthique est précisément cette complexité algorithmique. Elle ne peut pas être réduite à une série de règles, ce sont de la morale appliquée. C'est autre chose. Je crois là, il y a une véritable réflexion à mener. Je n'ai pas de réponse. C'est une piste que je suis en train de travailler, etc. Et je crois là, on pense autrement sur la manière de, non pas machine ethics, mais computational ethics dans ce sens fort du terme, de computabilité, non-computabilité. Oui, c'est une piste assez intéressante, cette idée que l'éthique n'est pas compressible ou comprimable. Et ce parallèle est effectivement assez riche et donne à penser. Dans ton travail, tu as essayé de, ce que je trouve intéressant aussi dans le nouveau champ numérique, de donner une densité sémantique à des notions que nous utilisons à la fois dans le réel et dans le virtuel et dans le numérique, des notions comme la cité, le voisinage, la réputation, la confiance, la sûreté. Je trouvais intéressant de voir si tu pouvais expliquer un petit peu comment tu vois ces notions-là, à la fois dans le classique et dans le numérique. Le propre de voisinage, par exemple, c'est assez intéressant. J'ai assisté l'autre jour à une remarquable conférence d'un collègue et d'un ami qui est un des grands spécialistes sur l'apprentissage automatique des machines, le machine learning, dans le domaine de la reconnaissance automatique des images. Et ce qu'on explique à la fin, que tout se joue dans la manière de construire les algorithmes, c'est de mesurer la distance qui sépare, c'est-à-dire entre la réponse à rechercher et l'erreur. C'est question de voisinage. C'est une notion mathématique, on l'a connue depuis longtemps, mais il me semble aujourd'hui que cette dimension de voisinage ou de proximité est devenue extrêmement puissante à cause de l'émergence de certaines techniques qui sont devenues naturalisées. Je pense tout d'abord à la géolocalisation. Elle est devenue un critère de sélection de pertinence, de construction de la prescription informatique. On vous donne les résultats en fonction de géolocalisation. La langue est souvent imposée par la plateforme et le moteur de recherche, parce que tu es localisé à Paris, ou à Baltimore, ou à Genève, ou ailleurs dans le monde. On va focaliser, et on voit très bien que cette notion de voisinage a pris un autre sens, est devenue d'une densité extrêmement puissante. Il y a même des applications qui te permettent de rencontrer des gens en fonction du voisinage. Ils sont juste à côté. On peut même donner comme un critère de pertinence. On voit très bien qu'il y a quand même une, comme tu dis, densification qui est assez importante. On peut décliner sur tous les autres mots que tu avais cités. Le seul mot qui reste et qui est extrêmement intéressant avec la langue, c'est le mot de confiance. J'utilise le mot trust parce que confiance, c'est un peu compliqué la traduction de trust. Et reliance en anglais et autre chose. Ce qui est curieux, c'est que cette notion de trust ou de confiance, pour aller vite, pour rester avec le verbe français, a toujours existé dans l'informatique. On a toujours voulu faire de trusted computing pour s'assurer l'intégrité, la sécurité, toute une série de choses. Et en vrai, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, extrêmement difficile.
il se trouve que le facteur humain, ça fait déjà une partie assez complexe à gérer, d'où on peut expliquer en quelque sorte la blockchain, qui essaie de substituer la capacité de calcul et de chiffrage partagé pour introduire un modèle automatisé et garanti, entre guillemets, de confiance. Mais curieusement, aujourd'hui, la confiance sociale se construit en grande partie par le biais du numérique, par le biais à la fois de la sociabilité, mais autre chose. Les modèles de recommandation sont une extension commerciale dans certains milieux du modèle de la confiance. Puisque vous avez acheté, on va vous recommander. Parce que tes amis ont consulté, on va te guider vers telle ou telle chose. On voit très bien des formes de transitivité dans la construction de la confiance qui va de l'exploitation capitaliste jusqu'à des domaines qui sont complètement de réseaux de confiance, on va dire. Et voilà, on peut décliner sur ces mots-là, et voilà, j'ai travaillé là-dessus, on va dire. Voilà. Tu es ressourcé dans les humanités classiques, mais aussi dans celles scientifiques et numériques. Donc tu n'es pas forcément de ceux qui pensent que c'était forcément mieux avant, et ce n'est pas nécessairement, ça ne sera pas forcément pire demain. Moi, je suis très nietzschéen. Je suis pas du tout nostalgique. Je suis, comme le mot que j'aime bien, qu'on a travaillé, inactuel. Et dans le sens fort qu'il donne à ce terme-là. C'est-à-dire un pied de côté, si j'ose dire. Mais je suis pas du tout dire c'est pire, c'était mieux, c'était pire, ça sera mieux. Pas du tout. Je crois, pour dire les choses vraiment tout simplement, c'est ma manière de penser les choses à moi-même. J'ai eu énormément de chance de pouvoir assister en partie à l'arrivée de ce qu'on appelait le numérique. Quelque chose d'énorme dans l'histoire de l'humain. Alors, je n'étais pas là dans les années 50, mais néanmoins, j'étais relativement proche à côtoyer, à voir les choses arriver, à pouvoir lire un peu le code, à voir comment ça se fabrique. C'est quelque chose d'un extrême privilège. Après, qu'est-ce que ça va donner, on verra. Ce que tu mets aussi en avant, c'est que dans cet affaiblissement de la distinction entre auteur et lecteur qui se passe dans le numérique, alors toi tu es autant auteur, tu es beaucoup auteur, mais tu es aussi beaucoup lecteur, et c'est vrai que d'un côté, voilà, cette notion d'auteur est en train de s'éroder d'une certaine manière. Ouais, mais je crois quand même, on a tellement construit autour de l'auteur, histoire littéraire, histoire de la propriété intellectuelle, toute une économie à la fois symbolique et, on va dire, de valeur dans tous les sens du terme. C'est pas la fin du monde, l'auteur restera, mais il y a l'auteur du code, c'est un codeur, c'est un développeur. On a vu, je donne un indice pour rassurer peut-être les gens, c'est parce qu'ils sont rassurés, qu'ils s'inquiètent un petit peu de la soi-disant disparition de l'auteur, alors qu'on a vécu ça avec Foucault ou d'autres dans une autre époque. Il y a une équipe de recherche à Princeton, chez Ed Felten, qui ont fait, je crois, 3 ou 4 millions de lignes de code anonymes sur GitHub. Ils ont analysé le code, ils ont réussi à identifier 92% des développeurs. Par le biais de style informatique, pourquoi pas? Alors ça va rassurer beaucoup de gens dans les départements de littérature ou ailleurs, de stylistique, et ainsi de suite, peut-être. Mais tout ce que je veux dire, c'est dire cette manière sauf qu'on n'écrit pas seul l'œuvre, de la même façon, peut-être qu'on a construit les grands hommes ou les hommes illustres, comme on disait au XVIIe siècle, où on a ces figures dominantes du canon littéraire et ainsi de suite. Aujourd'hui, ça se fabrique avec à la fois des petites pièces ou de grosses pièces, avec ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est juste une variation. Merci beaucoup. Merci à toi, Reda, pour cet entretien. Merci.